Une silhouette masquée, un témoin disparu, et une énigme que Holmes ne peut ignorer. Bienvenue à Kriminalgeheimnis, je suis votre hôte, Léo. Cette communauté passionnée de mystères grandit rapidement. Laissez un commentaire et partagez votre point de vue. Votre témoignage enrichit considérablement l'aventure. Commençons maintenant Sherlock Holmes et l'énigme du masque d'argent. C'est dans la seconde moitié d'octobre 1890 que je me souviens de l'une des affaires les plus déroutantes et les plus délicates jamais présentées à Sherlock Holmes. Les feuilles avaient commencé à rouiller sur Baker Street, ballottées par le vent, et un brouillard froid s'accrochait aux fenêtres comme un souffle sur une vitre froide. Holmes était plongé dans un de ces silences méditatifs, allongé dans son fauteuil, les doigts serrés et les yeux mi-clos, l'esprit, je le savais, bouillonnant derrière son air immobile. Pour ma part, j'étais en train de relire les romans policiers de Gaboriau, des romans que Holmes considérait avec un ricanement mêlé de mépris, lorsque le calme de notre matinée fut rompu par un coup doux mais insistant frappé à la porte du salon. Madame Hudson annonça la visite avec la déférence habituelle qu'elle réservait aux hautes sphères de la société. « Une dame Durand désire vous voir, monsieur Holmes. Elle insiste sur l'urgence. » Holmes haussa un sourcil et se redressa, son regard gris s'aiguisant. « Faites-la entrer. » La femme qui entra était une silhouette d'une prestance exceptionnelle et d'une esthétique singulière. Vêtue d'une cape de voyage en velours violet profond qui flottait à ses pieds telle une ombre, ses mains gantées serrant fermement la bandoulière de son sac à main. Son visage exprimait une expression à la fois posée et hantée, une curieuse dualité que, remarquai-je, Holmes remarqua immédiatement avec intérêt. « Vous me pardonnerez, monsieur Holmes, de m'immiscer sans rendez-vous, » dit-elle d'une voix cultivée mais tendue. « Je m'appelle Lady Emiliana Durant. J'arrive de Bayswater. Veuillez vous asseoir, » dit Holmes en désignant la chaise en face de la sienne. « Voici mon ami et chroniqueur, le docteur John Watson. Maintenant, Lady Durant, dites-nous quel malheur vous amène chez moi par une telle matinée. » Elle s'abaissa prudemment, comme si le simple fait de s'asseoir exigeait de la concentration. Son regard sombre se porta une fois sur la cheminée avant de se poser sur Holmes. « Cela concerne mon mari, Sir Cédric Durant. »« Député, n'est-ce pas ?» intervint Holmes. « Conservateur, ancien d'Oxford. Mention très bien en jurisprudence, si je ne me trompe. » Les yeux de Lady Durant s'écarquillèrent légèrement. « Oui, vous avez parfaitement raison. Un homme à la tenue habituelle, » poursuivit Holmes, « et un amateur de tabac turc, mais il semble avoir disparu. »« Pas vraiment, » dit-elle, en serrant le sac. « On l'a retrouvé hier matin dans notre bureau, mort. »« Ah !» Holmes joignit les mains. « La cause ? Une chute, selon la police. Un accident tragique, peut-être causé par un évanouissement. Le coin de la cheminée lui a laissé une blessure au-dessus de la tempe. Mais je ne crois pas que ce soit un accident. » Holmes ne sourcilla pas. « Et pourquoi pas ?» Elle hésita. On lui avait mis quelque chose sur le visage. Un masque argenté. Pendant un long moment, la pièce resta silencieuse, à l'exception du doux tic-tac de l'horloge de la cheminée. « Un masque d'argent ?» répétai-je intrigué. « De quelle nature ? Exquisement confectionné. Ancien. Il couvrait tout son visage et n'avait aucune attache apparente. Aucun de nous ne l'avait vu auparavant. C'était comme si, elle marqua une pause, quelqu'un voulait faire une déclaration. Oulos dissimulait son expression. Où est ce masque maintenant ? Avec l'inspecteur Lestrade, il a été convoqué à la maison lorsque j'ai posé des questions. Holmes croisa à nouveau les doigts. Puis-je vous demander, Lady Durant, qu'est-ce qui vous a amené à douter de la théorie de l'accident ? Il y a plusieurs choses, dit-elle rapidement. Cédric était en bonne santé, aucun antécédent d'évanouissement. La position du corps était étrange, trop soigneusement disposée, comme posée, et la porte du bureau était verrouillée de l'intérieur. Il a fallu la forcer. Watson et moi avons échangé un regard. En effet, dit Holmes doucement. Un mystère à huis clos et un masque d'argent.
Quel opéra! L'expression de Lady Durant se crispa. Il y a encore un détail, quelque chose que je n'ai pas dit à l'estrade. Holmes se pencha légèrement en avant. Vas-y. Une note a été laissée sur mon bureau. Dactylographiée. Elle ne contenait qu'une seule ligne. La vérité doit rester cachée jusqu'à ce qu'elle soit prête à être dévoilée. Un petit sourire satisfait se dessina sur les lèvres de Holmes. Puis-je vous demander, Lady Durant, votre mari était-il un homme avec des ennemis? Son regard vacilla. Nombreux, politiques et personnels. Il n'était pas toujours bienveillant dans ses relations. Nous autoriseriez-vous à visiter les lieux? Bien sûr. J'espérais que vous le feriez. Je ferai en sorte que vous arriviez à l'insu de l'inspecteur Lestrade, si vous souhaitez examiner le bureau sans être dérangé. Holmes se leva et attrapa son manteau. Parfait. Watson, apporte ton revolver. Mon revolver? Demandai-je surpris. Il y a quelque chose dans les masques, Watson, dit-il les yeux brillants, qui suggère non seulement la dissimulation, mais aussi la transformation. Celui qui a laissé ce mot cherche à nous provoquer. Nous devons faire très attention à ne pas faire son jeu. Et sur ce, nous étions cabartis dans les rues brumeuses de Londres, en direction de Durant House à Bayswater, où Holmes m'a assuré le spectacle ne faisait que commencer. Les roues de la voiture claquaient sans cesse sur les pavés humides de Bayswater, tandis qu'une fine brume enveloppait l'air matinal, brouillant les contours des passants et des réverbères en silhouettes fantomatiques. Lady Durant était assise en face de Holmes et moi, silencieuse, ses mains gantées serrées sur ses genoux. Bien que son sang-froid fût admirable, il me semblait clair au léger tremblement de sa lèvre inférieure et à la façon dont son regard évitait de croiser le nôtre, que son chagrin était encore vif et probablement mêlé à une terreur plus profonde. Holmes, comme toujours, chevauchait dans un silence contemplatif, les yeux clos mais l'esprit toujours alerte. J'avais appris depuis longtemps à ne pas le déranger pendant ces intervalles. Souvent, ces silences n'étaient pas des signes d'inaction, mais l'inverse, le signe que le mécanisme de ses déductions était déjà en marche. Il était presque 11 heures lorsque nous avons tourné dans une ruelle tranquille, bordée d'arbres, et nous sommes arrêtés devant Durant House, une belle maison de ville géorgienne, dont le lierre grimpait sur un côté de la façade, tel un serpent vert. Un agent de police veillait à la porte, mais s'est écarté sans protester une fois que Lady Durant nous eut présentés. À l'intérieur, la maison était silencieuse, presque inquiétante. Le personnel avait été autorisé à partir pour la journée, expliqua Lady Durant à l'exception du majordome et de la femme de chambre, restés à la demande de Holmes. Le drap de deuil n'avait pas encore été accroché, mais un ruban noir avait été discrètement noué au poteau de l'escalier principal. Le bureau, situé au rez-de-chaussée, à l'arrière de la maison, était une pièce richement meublée, avec des boiseries en acajou, un épais tapis turc et un bureau massif en chêne près d'une baie vitrée. À première vue, rien ne le distinguait des nombreuses pièces que j'avais vues dans les maisons de prestige, si ce n'est le léger désordre qui persistait, trahissant son histoire récente. Holmes se déplaçait comme un homme, entrant dans une pièce de théâtre dont il connaissait déjà le texte. Il examina lentement la pièce, son regard parcourant les détails avec une intensité presque respectueuse. « Ne touche à rien », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour nous. La cheminée se dressait dans un coin, une solide structure en marbre, dont les bords étaient encore tachés de sang malgré les efforts discrets du gendarme. L'âtre était froid et sombre, mais plusieurs fragments de cendres gisaient à l'intérieur intacts. Au-dessus, un miroir à cadre de laiton était suspendu de biais, comme s'il avait été récemment renversé et redressé à la hâte. « Corse a été retrouvé ici ?» demanda Holmes en désignant un tapis de fourrure juste devant l'âtre. « Oui, » dit Lady Durant d'une voix douce, « sur le dos. » Le masque était toujours en place. Holmes s'accroupit, examinant le tapis avec une loupe qu'il avait sortie de son manteau. Au bout d'un moment, il se pencha et de ses doigts gantés chercha une légère dépression dans les fibres du tapis.
L'empreinte est inhabituellement symétrique, murmura-t-il, comme si le corps avait été soigneusement déposé plutôt que tombé naturellement. Il se tourna vers le bureau. Et le mot? Lady Durant se dirigea vers le bureau et sortit d'un tiroir une feuille de papier dactylographiée pliée. Elle la tendit à Holmes avec une hésitation qui trahissait son malaise. Il examina la feuille, les lèvres légèrement pincées. Il faut cacher la vérité jusqu'à ce qu'elle soit prête à être vue. Curieuse formule, poétique même. Il me passa la feuille. Le lettrage était parfaitement uniforme. Tapé à la machine, comme elle l'avait dit, mais quelque chose dans la formulation me troublait. Cela ne ressemblait pas à une menace, mais plutôt à un manifeste. Votre mari avait-il l'habitude de verrouiller la porte de son bureau de l'intérieur? Demanda Holmes. Non. En fait, c'était une de nos disputes récurrentes. Il la laissait souvent entr'ouverte, même tard le soir, ce que j'ai toujours trouvé absurde. Et pourtant, elle était fermée à clé quand on l'a trouvée. Oui, notre majordome Fenwick a dû forcer la porte. Holmes hocha la tête. J'aimerais lui parler. Une convocation fut envoyée et quelques minutes plus tard, Fenwick apparut. Un homme grand et cadavérique dont le visage aurait pu être celui d'une effigie funéraire. Sa voix était grave et sa posture rigide. « Monsieur Fenwick, dit Holmes, vous avez découvert la porte du bureau verrouillée hier matin? »« Oui, monsieur. Madame la duchesse l'a trouvée en premier et je l'ai forcé d'un coup d'épaule. Il était verrouillé de l'intérieur par la clé et le pêne coulissant. La clé était-elle encore dans la serrure quand vous êtes entré? » Les yeux de Fenwick se plissèrent. « C'était vrai, monsieur. Complètement tourné. Inhabituel, tu ne trouves pas? » J'ai trouvé ça bizarre, oui. Sir Cédric n'était pas du genre à utiliser des boulons. Et les fenêtres? Tout était verrouillé de l'intérieur, monsieur. Le loquet de la fenêtre au-dessus du bureau était taché. Peut-être de la suie ou de l'huile, mais il était bien fermé. Holmes jeta un regard perçant vers la fenêtre. « Montre-moi. » Je l'aidai à ouvrir les lourds rideaux, révélant la baie vitrée qui donnait sur un étroit jardin clos de murs derrière la maison. Holmes examina attentivement le loquet, puis renifla la légère trace. « Curieux, » murmura-t-il. « Ce n'est pas de la suie ordinaire. Ce n'est pas non plus de l'huile provenant du mécanisme de la fenêtre. Ça sent légèrement la cire d'abeille et le tabac. » Il se tourna vers Fenwick. « Et quand le feu a-t-il été utilisé pour la dernière fois? »« La veille au soir, monsieur. Sir Cédric brûlait souvent sa correspondance. Il préférait ne laisser aucune trace écrite. »« En effet, » dit Holmes sèchement. « A-t-il détruit quelque chose cette nuit-là? » Je ne saurais le dire. Holmes s'accroupit de nouveau devant l'âtre et, avec une délicate précision, extraya quelques bouts de papier à moitié brûlés avec sa pince à épiler. Je me penchai plus près. L'un d'eux portait les vestiges fantomatiques d'un en-tête, qu'a imprimé, nouveau Union Club, avant de s'effondrer en cendres. Holmes remit le morceau de papier et se leva. « Dites-moi, Fenwick, qui avait accès à cette pièce, à part votre maître? »« Seulement moi et Lady Durant, monsieur. Et peut-être la femme de chambre, bien qu'elle ne nettoie pas le bureau sauf sur demande express. » Holmes se tourna vers Lady Durant. « Vous avez mentionné que votre mari avait de nombreux ennemis. L'un d'eux aurait-il pu trouver un moyen de pénétrer dans la maison? » Elle hésita. « Il y a eu des menaces, des lettres, mais nous ne les avons jamais prises au sérieux. Sir Cédric recevait souvent des lettres incendiaires, surtout ces derniers mois. Pourquoi ces derniers mois? Il supervisait une enquête parlementaire sur la corruption au sein de plusieurs corporations industrielles. Il s'était fait des ennemis parmi les magnates du charbon et du transport maritime, même si j'ignore leur nom. » Holmes ne dit rien, mais je pouvais voir que quelque chose dans cette déclaration avait touché une corde sensible. Nous passâmes une autre demi-heure dans la pièce, durant laquelle Holmes examina chaque recoin, chaque plainte, chaque charnière. Il prit les mesures de l'ouverture de la cheminée et vérifia la présence de creux dans le plancher. À un moment donné, il caressa du doigt les bords du cadre du miroir au-dessus de la cheminée et hocha la tête
avec un léger sourire. « Watson, dit-il tandis que nous quittions le bureau, remarquez ceci. La position du masque, la tache sur le loquet de la fenêtre, la note dactylographiée et l'asymétrie du creux du tapis. Et surtout, observez les efforts déployés pour que la scène paraisse verrouillée et tranquille. Croyez-vous que c'était une mise en scène? Je crois, répondit Holmes d'un ton calme, qu'on nous invite à tirer des conclusions. Et je n'ai aucune intention d'accepter cette invitation sans broncher. Alors que nous montions l'escalier pour parler à la femme de chambre, mes pensées tournaient autour du masque d'argent. Quel mobile, me demandai-je, pouvait pousser un homme ou une femme à tuer avec une telle théâtralité? Et que signifiait cette phrase énigmatique? Holmes, bien sûr, n'ajouta rien, mais je voyais à sa mâchoire crispée et à l'acuité de son regard qu'une théorie se formait déjà. Il commençait, je le savais, à entrevoir la forme sous le voile. À peine avions-nous atteint le haut de l'escalier que Holmes s'arrêta brusquement, son regard remarquant une faible trace de quelque chose que j'avais complètement négligé, une trace de résidu sombre sur la rampe sculptée. Il sortit une petite loupe de poche et se pencha. « Curieux, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi. La même composition cireuse que la marque sur le loquet de la fenêtre, très faible mais cohérente, et remarquez sa position, à hauteur de taille, comme si une main gantée descendait ici. Ça ne pourrait pas venir du majordome, ai-je suggéré. Ou peut-être d'un commerçant? C'est possible, admit Holmes. Mais observez la nature de la tâche. Elle n'est pas accidentelle. Elle suit le rail avec détermination, s'arrêtant brusquement juste après le troisième axe. Et l'angle suggère une descente prudente, voire hésitante. Il reprit son pas. Je le suivis, de plus en plus curieux de l'invité invisible dont Holmes semblait désormais suivre les déplacements dans la maison, aussi sûrement qu'un limier sur sa piste. Au bout du couloir se trouvait le modeste appartement de la femme de Saint-Innocent, chambre Elsie Cartwright, une jeune fille mince et blonde d'une vingtaine d'années, aux yeux d'ardoise humides et aux manières à la fois timides et réservées. Elle resta au garde-à-vous tandis que Lady Durant faisait les présentations, visiblement nerveuse sous le regard pénétrant de Holmes. « J'aimerais vous poser quelques questions, » dit Holmes doucement, « et je vous encourage à y répondre. » Librement. Je ne suis pas policier, mademoiselle Cartwright. Je ne suis pas sous les ordres de l'inspecteur Lestrade et je ne m'intéresse pas au ragot. Seule la vérité m'intéresse. Oui, monsieur, dit-elle avec un rapide hochement de tête, ses doigts se tordant dans l'ourlet de son tablier. Avez-vous vu ou entendu quelque chose d'inhabituel la nuit où Sir Cédric est mort? Elle hésita. Seulement le feu, monsieur. J'ai senti une odeur de brûlé. C'était fort, trop fort pour être juste du papier, comme de la résine presque, sucré et épais. Holmes échangea un regard avec moi. Quelle heure était-il? Vers 10 heures, peut-être juste après. J'étais allé chercher un réchaud à la cuisine, et en passant devant la porte du bureau, je l'ai senti. Vous n'avez pas frappé? Allez voir Sir Cédric? Je n'ai pas osé, monsieur. Il n'aimait pas être dérangé quand il travaillait. Un instinct avisé, peut-être, murmura Holmes. Et avez-vous vu quelqu'un d'inconnu dans la maison dans les jours précédant sa mort? Des artisans, des visiteurs, des personnes portées disparues? Elle se mordit la lèvre. Il y avait un homme. Je ne l'ai aperçu que par la fenêtre latérale mercredi dernier. Il était vêtu de noir et coiffé d'un chapeau à large bord. J'ai supposé qu'il travaillait chez le notaire. L'expression de Holmes s'accentua. Est-il venu à la porte d'entrée? Non, monsieur, il n'a pas frappé. Il est juste resté près du portail quelques instants, puis il est parti. Est-ce qu'il portait quelque chose? Une sacoche en cuir, aspect usé. Holmes nota une note dans son petit carnet noir. Et une dernière question, mademoiselle Cartwright. Avez-vous déjà vu le masque d'argent? Ses yeux s'écarquillèrent. Non, monsieur, jamais. C'était horrible, surnaturel, comme un objet sorti d'un musée. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit après l'avoir vu. Nous prîmes congé et en retournant dans le hall d'entrée, Holmes sombra dans un silence pensif.
Il fit quelques pas, puis se tourna vers Lady Durant. « Puis-je examiner la garde-robe de Sir Cédric ?» Elle cligna des yeux. « Ses vêtements ?» Plus précisément, ses vêtements de cérémonie, ses masques, s'il y en avait. Des éléments de son costume peut-être dissimulés. Il est possible que ce qui a servi au meurtre lui appartienne ou ait été substitué pour le faire paraître ainsi. Elle nous conduisit à l'étage dans un dressing finement aménagé, attenant à la chambre principale. L'armoire ne révéla rien au premier abord. Des manteaux impeccablement brossés, des cravates, des cols raides et des rangées de chaussures impeccablement cirées. Mais dans un tiroir sous une coiffeuse à miroir, Holmes sortit une petite boîte laquée. À l'intérieur se trouvait une collection d'accessoires de mascarade. Un demi-masque vénitien garni de galons dorés, un masque de bouffon avec des clochettes, et tout au fond, une pochette en velours vide suffisamment grande pour contenir un masque complet. Holmes le brandit. Pas de masque argenté ici, mais remarquez le motif de poussière. Il y avait autrefois quelque chose d'ovale dans cette pochette, récemment retiré. Un vol ? Demandai-je. Plus probablement un emprunt. Celui qui a utilisé le masque l'a pris ici ou a voulu nous le faire croire. Il était un peu plus de midi lorsque nous avons quitté Durant House. Le brouillard s'était dissipé, mais le froid persistait. Holmes nous a conduits à pied vers un bureau de tabac près de Portman Square et, après une rapide enquête, est ressorti avec un paquet de latakié turc, un mélange rare. « Une intuition » a-t-il répondu d'un ton énigmatique lorsque je l'ai interrogé sur la course. Cédric Durand fumait exclusivement ses cigarettes. L'odeur est unique. Notez la similitude avec les résidus trouvés sur le loquet de la fenêtre et la rampe d'escalier. Vous pensez que quelqu'un a manipulé ses effets personnels pour nous induire en erreur? Je pense, répondit Holmes, que notre tueur a un esprit théâtral. Imaginez, un masque argenté, une note cryptique, un corps mis en scène dans une pièce fermée à clé. Ce n'est pas un crime passionnel ou désespéré, c'est une performance. Alors que nous tournions au coin de la rue Paddington, une silhouette est sortie d'une porte encastrée et a bloqué notre chemin. Il était grand, ses traits dissimulés par un foulard tiré haut sur son visage, un chapeau melon enfoncé bas. Holmes s'arrêta, le regardant avec un calme qui ne trahissait ni l'inquiétude ni la surprise. « Monsieur Holmes, dit l'homme d'une voix basse et raffinée, vous feriez bien d'abandonner votre enquête. »« Vraiment ?» répondit Holmes, imperturbable. « Et pourquoi ?»« Parce que certains masques, dit l'homme, ne servent pas à tromper mais à protéger. Enlevez-les, et vous vous exposez à un danger bien plus grand que vous ne l'imaginez. » Sur ce, il se retourna et s'éloigna dans la ruelle brumeuse avant que l'un de nous ne puisse réagir. « On le suit ?» demandai-je. Holmes observa la silhouette disparaître et secoua la tête. « Non, il voulait être vu. C'est le message qui compte. Vous pensez qu'il était lié au crime ? Sans aucun doute. Ses paroles étaient préparées, son ton délibéré. Il craint d'être exposé, non pas pour lui-même, mais pour quelque chose de plus grand. Nous sommes retournés à Baker Street en début d'après-midi, où Holmes a rapidement étalé les preuves recueillies sur le sol selon un motif méticuleux. La note, les fragments de cendres, les échantillons de résidus cireux, la pochette du vestiaire et le mémo portant le nom fantôme du nouveau Union Club. « Tu vois la forme se former maintenant, Watson ?» demanda-t-il, les doigts entrelacés sous son menton. « Je vois une mort dans une pièce fermée à clé, un masque antique et l'avertissement d'un inconnu, » répondis-je. « Mais j'avoue que le fil m'échappe. » Holmes sourit faiblement. « Vous pensez comme un médecin, pas comme un dramaturge. Réfléchissez à ceci. À quoi sert un masque ? Pour cacher le visage. Exactement. Mais pourquoi le cacher ? La culpabilité ? La peur ? La honte ? Ou autre chose, quelque chose ? De calculer ? Il se leva et commença à arpenter la pièce. Cédric Durand n'était pas innocent. Il a exercé le pouvoir avec une telle ténacité qu'il a sévi contre la corruption politique. Mais ce faisant, il a mis au jour bien plus qu'une simple malhonnêteté. Il a révélé l'influence.
L'influence, Watson, est la monnaie de l'invisible. Je fronçai les sourcils. Tu crois que sa mort était politique? Politique, certes, mais pas seulement. Il a été réduit au silence de manière théâtrale, en guise d'avertissement. La question est, qui pourrait aller aussi loin? Et quelle vérité se cache derrière ce masque argenté? Juste à ce moment-là, Madame Hudson apparut à la porte, avec un télégramme. Pour vous, Monsieur Holmes, c'est arrivé il y a à peine 2 minutes. Il le prit d'un hochement de tête et le parcourut rapidement. Ses yeux se plissèrent. Eh bien, murmura-t-il. Qu'est-ce que c'est? Il me l'a tendu. On pouvait y lire. Holmes. Affaire urgente liée à la mort de Durant. Document confidentiel manquant dans les archives du club. Le masque pourrait être lié à des dossiers perdus. Davenport, New Union Club. Holmes récupéra son chapeau. Nous partons immédiatement pour le club. Le masque argenté pourrait cacher plus qu'un visage, Watson. Il pourrait cacher une conspiration. Il était presque 2h30 lorsque notre fiacre entra dans la cour pavée du New Union Club, un vénérable édifice de pierre sombre et de grilles en fer, discrètement niché dans une ruelle tranquille près de Pall Mall. Le bâtiment lui-même respirait le secret, comme s'il avait absorbé les échanges chuchotés de génération en génération entre ces épais murs géorgiens. Une plaque discrète au-dessus de l'entrée, pas plus grande qu'un ex-libris, l'identifiait simplement, le New Union Club, fondé en 1827. Holmes débarqua d'un pas décidé, son regard parcourant la façade avant de gravir les marches. Je le suivis de près, mes pensées résonnant encore de l'avertissement de l'étranger sur Paddington Street. Certains masques sont portés non pas pour tromper, mais pour protéger. Cette phrase s'accrochait à moi comme la brume persistante. De Londres, un domestique en livrée nous fit entrer sans poser de questions, ayant visiblement reçu l'ordre de nous attendre. On nous conduisit à travers un vestibule feutré, décoré de portraits à l'huile de parlementaires et d'hommes d'affaires disparus depuis longtemps, jusqu'à une salle de lecture richement aménagée, qui sentait le cirage de chêne, la fumée, de tabac et le vieux papier. Là, près de l'âtre, se tenait un homme de taille moyenne, mince et trapu, aux tempes grisonnantes et à la silhouette légèrement voûtée qui me faisait davantage penser à un maître d'échecs qu'à un secrétaire. De Club. Il se retourna à notre entrée et nous tendit la main. « Monsieur Holmes, Dr. Watson. Je suis Reginald Davenport. Vous avez reçu mon télégramme ?»« En effet, » répondit Holmes en serrant la main de l'homme. « Vous avez mentionné des papiers ? Manquants. Des archives du club, je suppose. » Davenport hocha la tête, baissant la voix comme si les ombres elles-mêmes l'écoutaient. « Oui. Des documents confidentiels, retirés au cours des 72 dernières heures. Des dossiers relatifs à la sous-commission d'enquête sur les conduites industrielles, une entité officieuse, présidée discrètement par Sir Cédric Durand jusqu'à sa mort. » Holmes haussa un sourcil. « Non officiel ? Tout à fait. La sous-commission a été créée de manière confidentielle et composée de quelques membres de confiance, habilités à examiner les transactions entre le Parlement et les grands consortiums d'entreprises. Sir Cédric a pris sur lui de mener l'enquête sur les contrats d'approvisionnement douteux en temps de guerre et la collusion monopolistique au sein des corporations du charbon. Un travail risqué, murmura Holmes, et peu susceptible de lui faire gagner des amis. Davenport inclina la tête. « Exactement. Et ces dossiers disparus ?» insista Holmes. « Que contiennent-ils? Témoignages, registres, financiers, nom d'informateur anonyme, mais surtout un dossier intitulé P. Maskelyne, le nom de code d'un courtier fantôme soupçonné d'opérer entre plusieurs guildes. Sir Cédric le soupçonnait d'être plus qu'une simple figure de proue. Il croyait que P. Maskelyne était un individu bien réel, capable de détruire ou de bâtir des empires commerciaux sous le couvert de l'anonymat. L'expression de Holmes ne changea pas, mais je vis un léger tressaillement au coin de sa bouche, l'indication subtile qu'une pièce du puzzle venait de se mettre en place. « Le nom, dit-il doucement. Maskelyne.
Un masque dans un nom, ai-je ajouté. Davenport hocha la tête. Holmes, je ne saurais trop insister sur la délicatesse de cette affaire. Si le meurtre de Sir Cédric est lié à ces dossiers, et je le crois, alors il ne s'agit pas d'un crime de haine, mais d'une tentative de museler. Pire encore, le mobile n'est peut-être pas encore établi. Quelqu'un d'autre pourrait être la prochaine cible. Où étaient stockés les documents? Demanda Holmes. Davenport fit un geste vers une porte latérale derrière la cheminée. Viens, je vais te montrer. Il nous conduisit à travers un étroit couloir lambrissé de noyers et nous conduisit dans une pièce qui aurait pu servir autrefois de bureau privé. Des étagères, garnies de volumes et de folios, bordaient 3 murs, tandis que le 4e présentait une grande peinture à l'huile, représentant une chasse aux cerfs aux tons riches et sombres. Holmes examina les étagères pendant à peine un instant avant que son regard ne se fixe sur le tableau. « Puis-je » demanda-t-il. « Par tous les moyens. » Holmes s'approcha du tableau et caressa délicatement son cadre. Puis, avec le plus grand calme, Clicquot appuya sur un mécanisme à ressort invisible, et la toile pivota vers l'extérieur, révélant un creux peu profond dans le mur. À l'intérieur se trouvaient plusieurs porte-documents vides, soigneusement étiquetés et clairement fouillés. Le dossier Maskelyne était ici? Oui, répondit Davenport. Et elle a été prise il y a 3 jours. Sir Cédric l'a vérifiée personnellement lundi soir. Quand j'ai essayé de la récupérer ce matin, elle avait disparu. Et les autres? 3 fichiers moins importants ont également été supprimés, mais un seul contenait des informations d'identité. Holmes examina attentivement l'espace. Aucun signe d'effraction. Vous avez du personnel, je suppose? Tayac et 3 bibliothécaires et un archiviste, tous de longue date, tous sélectionnés. Holmes se retourna et arpenta la pièce dans toute sa longueur, s'arrêtant de temps en temps pour tapoter le long des plinthes ou jeter un œil à la corniche. Aucune rayure sur le loquet, dit-il distraitement. Aucune odeur d'huile étrangère sur les charnières. Celui qui a pris ces dossiers savait précisément comment pénétrer dans cette pièce sans se faire remarquer et sans rien casser. Cela suggère une connaissance interne. « Vous soupçonnez un employé ?» demandai-je. « Je soupçonne, » répondit Holmes, « que quelqu'un souhaite que nous soupçonnions un employé. » Il sortit un mouchoir de son manteau et fouilla délicatement dans le creux, récupérant un seul vestige oublié, un morceau déchiré de ce qui avait été autrefois un parchemin scellé à la cire, estampillé du sceau du comité de surveillance. Parlementaire. Holmes examina attentivement la cire sous sa loupe, coupée proprement, une main experte. Ce n'était pas l'œuvre de quelqu'un qui s'était empressé. Alors qu'il se retournait pour partir, il s'arrêta devant l'étagère. Son regard s'était fixé sur un mince volume rouge, légèrement ensailli. « Curieux !» murmura-t-il, et il le retira. C'était un atlas, désuet et sec, mais à l'intérieur des pages creusées se trouvait une note pliée. Holmes l'ouvrit avec précaution. Le message a été imprimé dans le même type anonyme que celui trouvé à Durrant House. On ne peut pas enlever le masque sans briser le miroir. Souhaitez-vous vraiment voir ce qui se cache derrière? Holmes tenait délicatement le papier entre 2 doigts, les yeux plissés. Un avertissement ou un défi. Reconnaissez-vous la formulation? Non. Mais le symbolisme persiste. Masque, miroir, vérité cachée. Notre adversaire a le goût de la métaphore et du théâtre. Nous sommes retournés dans la salle de lecture, où Holmes a conféré avec Davenport un moment de plus. Ne parlez à personne de notre visite, ordonna-t-il, et fermez ses archives à double tour. Si une autre pièce disparaît, l'affaire tombera dans l'oubli et nous ne pourrons peut-être jamais la récupérer. Je comprends, dit Davenport d'un ton grave. Et Holmes, s'il vous plaît, soyez prudent. Alors que nous sortions dans l'après-midi londonien qui s'assombrissait, Holmes resta un instant sur le seuil, le visage tourné vers le ciel, comme s'il lisait le vent. « Nous sommes proches, » dit-il enfin, « plus près que je ne le souhaiterais. »« Plus près de quoi ?»« À l'auteur de cette pièce, » répondit-il en descendant dans la rue. « Et nous ne sommes plus dans le public, Watson.
Nous sommes maintenant sur scène. Nous sommes retournés à Baker Street sous un ciel maussade. Lorsque notre taxi s'est arrêté devant la maison en grès brun familière du 221B, une légère bruine avait commencé à tomber, brouillant les réverbères et adoucissant les contours nets de la ville, lui donnant un aspect fantomatique. Holmes sortit le premier, les yeux non pas fixés sur la rue mais tournés vers l'intérieur, marchant avec le calme délibéré d'un homme sur le point de confirmer d'Adam Hudson nous a accueillis dans le couloir avec son mélange habituel de discrétion et de curiosité, même si aujourd'hui il y avait une rigidité inhabituelle dans ses manières. « Un colis est arrivé pour vous, monsieur Holmes, » dit-elle, mais le messager n'a pas voulu donner son nom. Il portait un pardessus sombre et est parti sans un mot. Il l'a glissé par la porte et a disparu comme une brume. Holmes marqua une pause. « Où est-il ? Je l'ai laissé sur la table du salon. Enveloppé dans du ciré, c'était ça. Nous avons monté les escaliers. Et en effet, il était là. Un paquet rectangulaire, étroitement relié et adressé en lettres noires fermes AM. Sherlock Holmes, 221B, Baker Street Holmes, examina l'écriture en fronçant les sourcils. Écriture majuscule pour gaucher. Et regardez, l'encre n'est pas du bleu ordinaire mais du noir à base de fusain, souvent utilisé pour les encres de dessin ou pour la conception d'accessoires de théâtre. Il sortit un scalpel du tiroir de son bureau et découpa l'emballage avec une précision chirurgicale. À l'intérieur se trouvait une boîte doublée de velours et à l'intérieur, un miroir, une pièce antique, ovale et cernée d'un cadre en laiton orné de feuilles de lierre torsadées. Le verre était vieilli, légèrement voilé mais intact. Holmes l'étudia en silence, les sourcils froncés. Sous le miroir se trouvait un mot plié. Il le souleva et le lut à voix haute. « Il y a un deuxième invité chez les Durand. Il ne frappe pas. Il ne parle pas. Mais il vous a déjà vu. Bientôt, il demandera à être vu. » Je sentis un picotement dans ma nuque. Holmes ne dit rien, mais posa délicatement le miroir à la verticale sur la cheminée, l'inclinant vers la pièce comme pour refléter un public invisible. « Il y a une intelligence à l'œuvre ici, Watson, » dit-il finalement. Une intelligence qui ne cherche pas seulement à dissimuler la vérité, mais à orchestrer sa révélation comme s'il s'agissait d'un art. Cette note, ce miroir, ce n'est pas seulement une provocation, c'est une leçon. Vous croyez qu'il y a vraiment un deuxième intrus à Durand House? Je crois, répondit Holmes en se tournant vers la fenêtre, qu'il y a quelqu'un qui est venu et reparti sans être vu, peut-être plus d'une fois. Et le miroir? Cela suggère l'observation, la réflexion, la dissimulation. Mais plus encore, c'est un motif théâtral. Réfléchissez. Qui est le deuxième invité qui ne frappe pas et demande à être vu? La réponse ne réside peut-être pas dans la maison, mais dans la façon dont elle est perçue. Holmes se tut, plongé dans ses pensées. J'allais chercher une nouvelle bûche pour le feu et nous servit du cognac à tous les deux. La chaleur et le rituel me calmèrent, me faisant oublier le malaise qui commençait à m'envahir depuis notre retour du club. Après presque une heure, pendant laquelle Holmes resta assis immobile sur sa chaise, à l'exception d'un léger mouvement occasionnel du doigt, il se leva soudainement et se dirigea vers sa garde-robe. « Watson, j'ai besoin de votre pardessus gris et de votre canne. » J'ai levé les yeux, surprise. « Mon manteau, pour quoi faire ?» Il afficha un rare sourire. « Ce soir, j'ai l'intention de visiter la maison des Durand sans prévenir, mais pas en tant que tel. Tu veux te faire passer pour moi ? Seulement dans les grandes lignes. De quoi satisfaire un observateur qui pourrait surveiller la maison. Ce n'est pas vous que je cherche à devenir, Watson, mais l'idée d'un compagnon inoffensif et fidèle de Sherlock Holmes, quelqu'un qui pourrait entrer sans se faire remarquer. « Entrer ?» répétai-je. « Tu veux entrer ?» En effet, mais pas par devant. Ce soir-là, tandis que les réverbères vacillaient et que la bruine se transformait en pluie battante, nous avons repris la route pour Bayswater. Cette fois, nous avons voyagé à pied, Holmes vêtu de mon pardessus et de mon écharpe.
sa démarche, imitant la mienne, une impression convaincante de dos, même si son allure restait plus précise que la mienne. Nous approchâmes de Durant House peu après 10 heures, heure à laquelle toutes les lumières étaient éteintes, à l'exception d'une faible lueur provenant de la fenêtre du salon. Holmes me fit signe de me taire et me conduisit le long de l'étroite allée du jardin qui s'enroulait derrière la propriété. Là, nous nous arrêtâmes sous la baie vitrée du bureau de feu Sir Cédric. Holmes inspecta le châssis, testa doucement le loquet, et avec un léger mouvement métallique cliqué, il s'ouvrit sous sa main. « Comme je le soupçonnais, » murmura-t-il, « notre intrus n'a jamais franchi la porte. » Il entra avec l'aisance d'un cambrioleur expérimenté. Je le suivis avec plus de difficulté, m'écorchant l'épaule contre le rebord. À l'intérieur, le bureau était plongé dans l'ombre, chargé d'une odeur de vieux papier, de feu éteint et d'une légère odeur métallique, comme de l'argent terni. Holmes alluma une lampe à abat-jour et se dirigea rapidement vers l'étagère. Il en sortit 2 volumes, passa ses doigts au dos des étagères et sourit. « Ah, regarde ici !» Il appuya sur un bouton sculpté au bord de l'étagère et d'un geste calme cliqué, une partie des boiseries s'ouvrait vers l'extérieur pour révéler un étroit passage reliant le bureau au salon. Il était à peine assez large pour qu'un homme puisse y passer de côté. « Une idée architecturale de dernière minute, » murmura Holmes. « Peut-être conçue autrefois pour des domestiques, mais aujourd'hui réaménagée par quelqu'un aux intentions moins honnêtes. » Nous nous sommes glissés dans le couloir et sommes arrivés dans le salon au moment même où un faible bruit parvenait à nos oreilles. Un bruissement suivi du grincement d'une porte. Holmes me fit signe d'éteindre la lampe. Nous nous accroupîmes derrière le canapé, retenant notre souffle tandis que la porte du bureau s'ouvrait lentement. Une silhouette entra, grande, gantée et vêtue d'un long manteau noir. Son visage était dissimulé par un masque en tissu, pas celui argenté, mais une sorte de cagoule noire, sans traits apparents et lisses. L'intrus s'avança avec une assurance tranquille, traversa le bureau et sortit quelque chose de sous le buvard, un papier plié. Il le lut au clair de lune, puis le glissa dans son manteau. Holmes se leva silencieusement derrière lui. « Pardonnez-moi, » dit-il à voix basse, « mais je ne crois pas que ce document vous appartienne. » La silhouette se figea, puis pivota à une vitesse surprenante, mais Holmes fut plus rapide. En un éclair, il saisit le poignet de l'homme, détacha le papier et recula. L'intrus hésita encore un instant, puis, d'un geste rapide et expérimenté, lança une boule de fumée qui jaillit en un panache gris aveuglant. Au moment où nous avions vidé nos yeux, il avait disparu. S'était évanoui par la fenêtre sous la pluie. Holmes s'avança et récupéra l'objet que l'intrus avait laissé tomber à la hâte. Un seul bouton en argent, de forme ovale, et gravé du chiffre romain, 13. Il s'est tourné vers moi, son expression sombre. « Eh bien, Watson, le deuxième invité s'est révélé, et maintenant nous le savons. Nous avons affaire à un ordre, peut-être à une société, un ordre qui opère sous des masques numérotés. Qui avait-il sur le papier ?» Holmes le déplia. Son regard parcourut rapidement le texte. « On vous avait prévenu, une vérité en appelle une autre. Découvrez-en 13, et il n'en restera plus aucune. » Il le plia soigneusement, le mit dans sa poche et se tourna une fois de plus vers la fenêtre. « Il ne s'agit plus d'un meurtre, » dit-il. « C'est une épreuve de perception, de ce qui se cache sous la surface, non seulement des hommes, mais de la société elle-même. Et 13 ans, Watson. 13 ans pourrait bien être la clé. » Le lendemain matin, le ciel de Londres s'était encore assombri et la ville était recouverte d'une pluie battante. Les bâtiments de Baker Street, tachés de suie, étaient noyés dans la brume, et même les cris des vendeurs de journaux semblaient atténués par le temps. Holmes avait à peine dormi, et moi non plus. Les événements de la nuit précédente, notre rencontre avec l'intrus cagoulé, le message récupéré, et surtout la signification inquiétante du chiffre 13, avaient laissé nos esprits en ébullition. Holmes se tenait au centre de notre salon,
l'objet au bouton d'argent et le mot mystérieux étant désormais placés sous une loupe sur le bureau. Le miroir que nous avions reçu, celui encadré de lierre, se tenait sur la cheminée, comme s'il reflétait un secret connu de lui seul. 13, répéta Holmes doucement, peut-être pour la 5e fois cette heure-là. Pourquoi? Pas 12 ou 10? Un nombre à la fois ancien et troublant, il a le parfum du rituel, du dessin. Et le bouton? Demandai-je. Tu crois que ça représente un rang, un membre d'une société secrète? Il se retourna, le visage sévère. Oui, Watson, le nombre n'est pas aléatoire. Et si l'on en croit l'avertissement dactylographié, découvrez 13, et il n'en restera plus aucun. Il est probable que le porteur de ce badge fasse partie d'un groupe, 13 individus liés par un accord secret, un cercle peut-être, une guilde, et Durand, le pauvre idiot, est tombé au centre de tout cela. Holmes se dirigea brusquement vers les étagères et commença à en sortir des livres. Non pas des ouvrages de droit ou de chimie, mais son vaste répertoire d'organisations criminelles et de sociétés secrètes. En quelques instants, il trouva une chemise usée par les intempéries, reliée en ficelle verte. « Watson, dit-il en feuilletant un jeu de notes jaunies, vous souvenez-vous de l'affaire du manuscrit de Calverley, le manuscrit volé à la Société des antiquaires d'Eastminster ?» demandai-je. Celui crypté en latin inversé et faisant référence à la symbologie alchimique? Précisément. En 1883. L'enquête n'a jamais permis de trouver un coupable, mais il y avait un passage, bref, facilement oublié, faisant référence à la Maison aux 13 miroirs, un lieu de réunion londonien d'une confrérie anonyme. À l'époque, je l'avais considéré comme apocryphe. Aujourd'hui, je n'en suis plus aussi certain. Il tourna rapidement les pages, trouva la référence et lut à haute voix. Dans la salle aux reflets fumeux, chaque miroir recèle un visage invisible. Le 13e révèle l'observateur. Là, ils se rassemblent, voilés en ombre, pour juger, derrière leur vérité polie. Holmes referma lentement le livre. 13 miroirs, 13 masques, 13 vérités. Suggérez-vous que la maison est réelle? Ai-je demandé. Je soupçonne qu'il est non seulement réel, mais encore utilisé, et peut-être lié au groupe que Durand enquêtait. Le symbolisme est trop délibéré. Les miroirs, le masque d'argent, l'accent mis sur la dissimulation. À midi, Holmes avait convoqué Wiggins, le chef de son groupe de jeunes informateurs, et l'avait envoyé enquêter dans certains quartiers de l'Est de Londres, en particulier dans les quartiers dotés d'anciens entrepôts ou de salles désaffectées, qui auraient pu appartenir à des sociétés fraternelles ou à des guildes d'antiquaires. Wiggins revint vers la tombée de la nuit, trempé jusqu'aux os mais triomphant. « Monsieur Holmes, je crois avoir trouvé quelque chose, » dit-il à bout de souffle. « Il y a une vieille salle près de Shoreditch High Street, presque à l'abandon, condamnée, mais un veilleur de nuit du bâtiment adjacent dit avoir aperçu d'étranges lumières à travers les fissures la nuit. Elle appartenait autrefois à une corporation d'imprimeurs, aujourd'hui disparue. Les habitants l'appellent la Maison du Miroir. » Holmes glissa une pièce dans la main du garçon. « Excellent travail, Wiggins. Maintenant, va te sécher avant de mourir. » 1 heure plus tard, emmitouflés dans nos manteaux et prêts à affronter l'avenir, Holmes et moi avons pris un taxi pour Shoreditch. Les rues se rétrécissaient à mesure que nous avancions, bordées d'usines noircies par la suie et de devantures de magasins fermés. Nous sommes arrivés devant une façade de briques et de mortières en ruine, autrefois majestueuse, aujourd'hui délabrée et squelettique. L'enseigne au-dessus de l'arche principale était devenue presque illisible, mais nous distinguions à peine la silhouette fantomatique de guildes, des artifices typographiques. Holmes testa la porte latérale. Elle céda avec un grognement de protestation. À l'intérieur, l'air était frais et sec, chargé de poussière et d'une odeur de vieux vernis. Nous avons traversé un étroit couloir bordé de portraits en décomposition, puis sommes entrés dans un grand hall central. Ce qui s'est présenté à nos yeux nous a arrêtés net.
La pièce était circulaire, le sol orné d'anneaux concentriques de marbre noir et blanc. Le long du périmètre intérieur se dressaient 13 miroirs autoportants, chacun d'1,80 m de haut, encadrés de fer et de formes uniques, certains ovales, d'autres rectangulaires, d'autres hexagonaux. Ils se dressaient, tels des sentinelles silencieuses, chacun tourné vers le centre de la pièce. Holmes parcourut lentement le cercle, scrutant chaque miroir avec des yeux plissés. « Observez, Watson. Chaque miroir est différent. Chacun a vieilli. Il n'y en a pas deux pareils. Mais voyez, il désigna les bases. Ils sont numérotés discrètement en chiffres romains, de I à 13. Le 13e, dis-je en m'approchant. Son vert est plus foncé que les autres. Oui, fumé, intentionnellement. Regarde bien. J'ai regardé à l'intérieur. La surface était trouble, mais quelque chose vacillait en dessous. Une forme, indistincte, vacillante, se tenait derrière mon reflet. Je me suis retourné, surpris. La pièce était vide. Holmes me rejoignit. Une illusion, ou peut-être un enchantement de l'esprit, mais efficace. Le genre de théâtre dont nos adversaires masqués se délecteraient. Il s'agenouilla et examina le pied du miroir. Un trou de serrure, dit-il, caché sous une plaque coulissante. Verrouillé. De son manteau, il sortit un outil fin et commença à travailler de ses doigts aguerris. En quelques secondes, la serrure s'ouvrit avec un clic. Un compartiment secret s'ouvrit, révélant une petite pochette en velours et une carte pliée. Holmes retira la pochette et en versa le contenu dans sa paume. Une bague en métal sombre, gravée d'un masque d'argent. L'intérieur de la bague portait l'inscription suivante I13. Il m'a tendu la carte. Je l'ai ouverte avec précaution. Voir le dernier visage, c'est connaître le maître du miroir. 13 se tient à l'écart pour préserver l'intégrité du cercle. Mais attention, certaines vérités peuvent briser le miroir lui-même. Holmes resta immobile un long moment. Alors murmura-t-il, 13 n'est pas qu'un chiffre. C'est un rôle. Peut-être même celui d'observateur des autres, le gardien des secrets, pas un participant. Alors l'homme que nous avons rencontré à Durant House. C'était peut-être un autre membre, pas 13. Cela expliquerait son message, délibéré, obscur, mais dénué de sens. Il nous mettait en garde, il ne donnait pas de décret. Holmes empocha la bague et remit la carte. Nous avons mis au jour l'architecture de cet ordre secret, Watson. 13 membres, 13 miroirs. Une société qui se réunit derrière des reflets, dissimulant son identité, même aux yeux des autres. Et Durant? Holmes se tourna vers la sortie. Il allait peut-être démasquer le 13e, et pour cela il a été éliminé, non pas par colère, mais par rituel. Nous sommes sortis du hall dans la nuit froide, le brouillard s'enroulant comme des doigts autour des lampadaires. Holmes restait silencieux tandis que nous marchions, l'esprit visiblement absorbé par la toile qui se resserrait autour de nous. Alors que nous tournions dans une rue calme pour héler un taxi, j'ai regardé en arrière une fois la silhouette brisée de la Mirror House, et dans une fenêtre à l'étage supérieur, à moitié obscurcie par la crasse, j'ai cru l'apercevoir. La plus faible lueur d'argent. Regardez. Nous sommes rentrés à Baker Street peu après minuit, le brouillard chargé de suie s'enroulant autour de nos épaules comme une fumée tandis que nous pénétrions dans l'étroite chaleur de notre salon. À peine avait-il franchi le seuil qu'Holmes ôta sa cape, ouvrit le tiroir du bureau et en sortit sa loupe et son buvard. Il déposa soigneusement la bague en argent du 13e miroir sur le buvard, avec autant de respect qu'un conservateur de musée manipulant une relique d'un pouvoir ancien. Je me tenais près du feu, encore transi par notre incursion dans la galerie des glaces en ruine. L'image persistait dans mon esprit. 13 visages réfléchissants encerclant le vide, le 13e vert plus sombre que les autres, comme s'il absorbait non pas la lumière, mais la vérité. Holmes se pencha vers la bague sous son objectif. La gravure à l'intérieur, remarquez le travail d'orfèvre, Watson. La marque sous le chiffre 13. Je me suis approché de lui. À l'intérieur de l'anneau,
Presque imperceptible, se trouvait un sceau, un ovale finement gravé, portant une minuscule couronne et une encre entourée de feuilles de laurier. La marque du fabricant? Ai-je demandé. En effet, et pas du tout courant. Holmes sortit un petit ouvrage in-folio de l'étagère, le registre des fabricants et artisans de Londres, et feuilleta ces pages fragiles. Au bout de quelques instants, il tapota une liste et la tourna vers moi. Reginald Marchand & Fils, joaillier de la couronne et artisan privé de plusieurs maisons aristocratiques, réputés pour leurs commandes sur mesure et leurs marquages codés, souvent demandés par des sociétés, des groupes maçonniques ou des cabales politiques. Est-ce qu'il y a une adresse? St. James's Street, répondit Holmes. D'un près de l'Albany. Il referma le folio. Nous rendrons visite à M. Marchand dès demain matin. Il est fort possible qu'il ait fabriqué cette bague, et si c'est le cas, il saura pour qui. J'ai hoché la tête. Et s'il est complice? Il lui sera alors peut-être plus difficile d'ignorer la présence de Sherlock Holmes sur le pas de sa porte. Mais avant que Holmes puisse éteindre la lampe et se retirer pour les quelques heures de sommeil qu'il s'autorisait, on frappa à la porte. Doucement, délibérément et étrangement familier. Madame Hudson apparut un instant plus tard, les sourcils froncés. « Monsieur Holmes, un monsieur vous demande. Il a dit que vous le reconnaîtriez, mais n'a pas donné son nom. Montrez-lui votre présence, » dit Holmes d'une voix égale. La silhouette qui entra un instant plus tard était celle que je n'avais pas vue depuis des années. Sa silhouette me frappa dès son visage, mince et élégante, encadrée d'un manteau à col montant et de gants de cuir impeccables. Ses traits anguleux étaient encadrés par des cheveux blonds argentés, coupés ras, et ses yeux étaient d'un gris perçant. Holmes se leva lentement. « Mycroft », dit-il simplement. Le frère aîné des Holmes hocha la tête, retira ses gants et prit le fauteuil d'en face. « Je suis venu parce qu'on m'a dit que vous aviez déjà forcé la porte. Je préférerais que vous ne la franchissiez pas à l'aveuglette. »« Vous faites référence, » dit Holmes, « au cercle des 13. » Mycroft esquissa un mince sourire. « On en est arrivé là. »« Que sais-tu » Mycroft jeta un coup d'œil vers moi, puis vers son frère. « Ce que je dis maintenant, c'est de ne pas quitter cette pièce. » Holmes inclina la tête. « Vous avez ma parole. » Mycroft croisa les doigts. Il existe, au sein de certains cercles d'élite londoniens, un groupe fermé dont le véritable nom n'est jamais prononcé. Fondé pendant les guerres napoléoniennes, son but était à l'origine commerciale. Protéger les intérêts britanniques à l'étranger et sur le territoire national par des moyens officieux. Au fil du temps, il a évolué. Il est devenu plus insulaire, plus secret. Ses membres se cachaient derrière des symboles et des chiffres. 13, toujours. Chacun représentait un secteur d'influence. La politique, la finance, l'imprimerie, le droit, le transport maritime, le renseignement extérieur. Mais l'identité du 13e était tenue secrète, même pour les 12. Holmes resta silencieux un instant. Puis, un observateur. Exactement. Le 13e n'avait aucun pouvoir, mais observait tous les autres. Il servait de garde-fou, impartial, loyal à aucune faction. Si la corruption menaçait le cercle, le 13e était chargé d'intervenir. En théorie, pour protéger l'intérêt général. En théorie, répéta Holmes, mais comme tout système, fondé sur le secret, a déclaré Mycroft, ce rôle est devenu dangereux. Il accordait des connaissances sans rendre de compte, un pouvoir sans droit de vote. Et avec le temps, l'observateur est devenu le personnage le plus dangereux de tous. Alors ce meurtre. Il s'agissait peut-être soit du 13e, ordre d'exécution, soit de quelqu'un qui a retiré le 13e pour le saisir. Holmes se dirigea vers la cheminée. Sir Cédric a dû découvrir l'identité de 13. Oui, et pour cela il a été destitué. Ni publiquement, ni brutalement, mais symboliquement. Un masque d'argent, une pièce fermée à clé, la carte de visite du cercle. Un message aux autres. Le silence et la survie. J'ai regardé, les deux frères, un frisson me parcourant l'échine. Et la bague?
Chaque membre en reçoit un, ils ne doivent jamais être portés en public. Les numéros correspondent non pas au rang, mais au rôle. Holmes se retourna brusquement. « Savez-vous qui est 13 » Mycroft hésita, un souffle de trop. « Non. Mais je sais à qui cela était destiné. » Il sortit une enveloppe scellée de l'intérieur de son manteau et la passa à son frère. Holmes brisa la cire et déplia le papier à l'intérieur. Il parcourut le contenu du regard, puis il me le passa. Il s'agissait d'un certificat, un décret officiel daté de 1889, scellé du sceau de la couronne. Il disait « Nomination de Sir Cédric Durand au siège provisoire d'observation. 13. Cercle de tutelle. À compter de maintenant et sans préavis, ledit parti bénéficiera d'un accès restreint aux délibérations internes du cercle et aux dissents. Dossier privé. Observation uniquement. Intervention autorisée dans des cas exceptionnels. » Par ordre du premier conseil, New Union Club Jue fixait le papier. Il ne se contentait pas d'enquêter sur eux. Il était l'un d'entre eux. « Non, » répondit Holmes à voix basse. Il était au-dessus d'eux. Ils l'ont nommé 13e. « Et il s'est retourné contre eux, » ajouta Mycroft. « Il a commencé à rédiger un rapport, sa propre enquête. Peut-être pensait-il que le cercle était corrompu ou qu'une faction l'avait récupéré. On ne le saura jamais. Mais je soupçonne qu'il avait l'intention de détruire toute la structure. » Holmes se dirigea vers son bureau et récupéra les notes dactylographiées, celles laissées sur la scène du crime et dans la maison du miroir. Il les plaça côte à côte, même espacement, même typographie. Mais regardez, de subtiles différences de pression. L'une a été tapée par quelqu'un qui ne connaissait pas la machine, l'autre par quelqu'un qui avait l'habitude. Il tapota le message de la maison du miroir. Celui-ci était destiné à être lu. Le premier était destiné à induire en erreur. Il se tourna vers Mycroft. « Savez-vous qui occupe actuellement le siège 6 » Mycroft hésita. « Lord Melgrave. » Holmes eut un léger sourire. « Alors je vais commencer par là. » Mycroft se leva et ajusta ses gants. « Tu joues un jeu dangereux, mon frère. »« Ce n'est pas un jeu, » dit Holmes, « une représentation. Et il semble que le dernier acte approche. » Alors que Mycroft s'éloignait, Holmes retourna au miroir sur la cheminée. Il fixa son verre noirci, son reflet flou et changeant. « Il voulait que le 13e se taise, » dit-il doucement. Mais Cédric refusa. Il choisit de parler, et quelqu'un choisit de faire taire le masque plutôt que d'écouter son avertissement. Il se tourna vers moi. « Demain, nous affronterons Melgrave, mais ce soir, nous nous préparons, car le cercle surveille chacun de nos mouvements, et je soupçonne qu'ils savent déjà que nous en avons trop vu. » Le lendemain soir, nous nous trouvions devant une somptueuse résidence près de Belgrave Square, où les réverbères projetaient de longues ombres sur le trottoir et où la pluie tapait légèrement sur le parapluie de Holmes, tel un métronome comptant à rebours jusqu'à la révélation. L'adresse appartenait à Lord Alistair Melgrave, député de South Kensington, et comme Mycroft l'avait confirmé, titulaire du siège 6 au sein du cercle clandestin. Notre demande d'audience privée avait été envoyée sous couvert de consultation juridique, une invention que Holmes avait accompagnée d'une note signée sous le nom d'un avocat fictif, s'appuyant sur un litige successoral inventé concernant des actions des Indes orientales. Holmes, toujours porté sur la précision théâtrale, avait même apporté un document enroulé et noué d'un ruban rouge qui semblait tout à fait approprié. À 11 heures précises, Holmes leva et abaissa le heurtoir de laiton d'un coup sec. Le majordome qui ouvrit, un homme aux cheveux argentés au visage de confesseur confidentiel, nous observa sans méfiance ni intérêt. Il était visiblement habitué à ce que des invités arrivent dans des circonstances inhabituelles. « Nous sommes attendus », dit simplement Holmes. Sans un mot, le majordome s'écarta et nous fit traverser le hall d'entrée. Les murs étaient tapissés de portraits ancestraux, des visages sévères scrutant sous des armoiries qui semblaient scintiller faiblement sous la lueur vacillante du gaz. Nous fûmes conduits dans un salon lambrissé de chêne foncé, chauffé
par un feu doux. Un fauteuil à haut dossier faisait face aux flammes, et Lord Alistair Melgrave y était assis. Il se leva à notre entrée, grand et élégant, vêtu d'une robe de soie marron, sa moustache argentée impeccablement épilée. Son expression était neutre, mais pas impassible. « Monsieur Holmes, dit-il comme s'il saluait un invité, et le docteur Watson. Un plaisir rare. J'espère que l'heure n'est pas trop inopportune, répondit Holmes en retirant ses gants. Pas vraiment. Les choses vraiment importantes de la vie sont rarement abordées avant minuit. Melgrave désigna 2 fauteuils, et nous nous assîmes tandis qu'un domestique apportait un plateau de cognac. Holmes déclina, mais j'acceptai, reconnaissant, de la chaleur de l'accueil. Le silence se prolongea un instant, seulement rompu par le tic-tac de l'horloge française sur la cheminée. Finissons-en avec les faux-semblants, dit enfin Melgrave d'une voix douce et posée. Vous n'êtes pas ici pour les actions des Indes orientales. Holmes sourit. Tu n'es pas surpris de me voir non plus. J'aurais été déçu si tu n'étais pas venu. Holmes se pencha légèrement en avant. Alors vous savez ce que j'ai découvert. Je sais, dit Melgrave en joignant les doigts, que vous avez franchi le seuil. La plupart des hommes qui aperçoivent le bord du cercle reculent. Vous, monsieur Holmes, continuez votre chemin. Vous parlez comme si c'était une question de choix. C'est toujours le cas. Holmes émit un léger rire. Dites-moi, Lord Melgrave, étiez-vous présent la nuit de la mort de Sir Cédric Durant? Les yeux de Melgrave tressaillirent légèrement. Non, mais je savais qu'il ne tiendrait pas longtemps. Parce qu'il a trahi le cercle? Parce qu'il l'a mal compris, dit Melgrave. Il s'est donné le rôle de juge. Il a oublié que le cercle n'est pas un tribunal mais un équilibre. Cédric a cherché à faire pencher la balance. Il était le 13e. C'est ce qu'il croyait. Holmes pencha la tête. Tu veux dire qu'il ne l'était pas? Melgrave sourit faiblement. Le 13e n'est pas désigné, il est choisi. Et il n'est choisi que lorsque le cercle a besoin d'un miroir. Holmes resta silencieux un instant. Puis il fouilla dans son manteau et en sortit la bague en argent, la posant sur la table basse entre eux. « Tu connais cette marque ?»« Intimement, » dit Melgrave sans toucher la bague. « Elle est l'une des 13. Chacune est unique. Chacune est forgée à la main, mais toutes ne sont pas encore portées. »« Alors dis-moi, » dit Holmes à voix basse, « qui porte du 13 maintenant ?» Melgrave émit un léger rire et se tourna vers le feu. Le 13e anneau n'a pas de porteur. Pas encore. Le siège reste vide. Et Cédric? C'était un aspirant, rien de plus. Un homme ambitieux, enveloppé de conscience. Il souhaitait responsabiliser le cercle, mais il ignorait le prix de la transparence. Il y a de la sécurité dans les masques, monsieur Holmes. Une protection. L'anonymat n'est pas seulement une dissimulation, c'est la protection contre la vengeance. Les yeux de Holmes se plissèrent. « Est-ce vous qui avez organisé sa mort ?» Melgrave se retourna, le regard plus froid. « Non, monsieur Holmes, mais je n'ai pas pleuré. » Un silence s'installa entre eux. Holmes étudia l'homme devant lui, calculant chaque mot, chaque mouvement, avec la précision d'un chirurgien se préparant à une incision. « Pourquoi m'inviter ici ?» demanda Holmes. « Pour vous offrir le siège. » Même moi, j'étais surpris. « Quoi ?» Melgrave se tourna brièvement vers moi. « Il l'a mérité, docteur. Le cercle n'a pas vu un esprit comme le sien depuis des décennies. Nous avons besoin de quelqu'un qui voit au-delà des illusions superficielles, qui comprenne la valeur du silence et les conséquences de la parole. » Holmes ne dit rien. Il fixait le feu, les mains jointes sous le menton. Melgrave poursuivit. « Vos compétences vous ont rendu dangereux pour nous, mais elles vous rendent aussi indispensables. Le cercle ne peut pas détruire toutes les menaces, mais il peut les absorber, les canaliser, les transformer en quelque chose d'utile. Et si je refuse ?» demanda doucement Holmes. Melgrave se leva et se dirigea vers la cheminée. « Alors, vous repartez avec plus de connaissances qu'à votre arrivée. Mais attention, votre présence est déjà connue,
Tous ne seront pas aussi conciliants que moi. Holmes se leva lentement. Vous parlez de 13 comme si c'était un fardeau. C'est vrai, dit Melgrave, mais c'est aussi un privilège. Il faut voir clair, monsieur. Holmes est parlé rarement. Holmes se tourna vers la porte. Si j'accepte cette invitation hypothétiquement, ce ne sera pas pour protéger le cercle. Non, répondit Melgrave. Il faudrait l'observer, et peut-être le corriger. Holmes marqua une pause, puis tendit la main. Alors, hypothétiquement, dit-il, nous sommes d'accord, Melgrave l'a secoué. Mais soyons clairs, ajouta Holmes d'une voix tranchante. Si je découvre que Durant a été assassiné non pas pour préserver l'équilibre, mais pour protéger la corruption, je ne porterai pas votre bague. Je la briserai. Melgrave hocha lentement la tête. Je n'en attendais pas moins. Nous avons quitté la maison sans un mot. Dehors, la pluie avait cessé, mais l'air était plus froid. Les réverbères clignotaient comme des sentinelles en alerte. Alors que nous marchions en silence vers le coin, j'ai finalement parlé. « Tu n'envisages pas sérieusement de les rejoindre ?» Holmes ne m'a pas regardé. « Ils pensent m'offrir du pouvoir. Ils m'offrent un accès. Dans quel but? Pour voir ce que Durant a vu. Pour comprendre pourquoi un homme aussi intelligent et privilégié a choisi la vérité plutôt que la survie. Et s'il découvre tes véritables intentions ?» Holmes sourit faiblement. « Alors je saurai peut-être enfin ce que c'est que de disparaître derrière un masque. » 2 jours s'étaient écoulés depuis notre accord de minuit avec Lord Melgrave et Baker Street n'avaient jamais été aussi calmes. Holmes avait peu parlé, et j'avais appris à ne pas l'interrompre pendant ces moments de silence. Il ne fumait ni ne jouait du violon, comme il en avait l'habitude lors de ces moments de profonde contemplation. Au contraire, il se déplaçait avec la retenue tranquille d'un homme marchant sur le fil d'une lame très fine. Le matin du 3e jour, il sortit de sa chambre impeccablement vêtu d'une redingote croisée, son chapeau baissé et sa canne fraîchement cirée. « Je vais visiter le New Union Club aujourd'hui, dit-il d'un ton neutre. Ils t'ont accordé l'accès? Pas directement. Mais Melgrave a aplani la situation. Il n'ajouta rien jusqu'à ce que nous soyons tous deux assis dans un fiacre, roulant péniblement vers Pall Mall. Les rues étaient encore humides des restes d'une averse matinale, et la ville grouillait avec son indifférence habituelle aux intrigues et aux meurtres. Alors que nous approchions de l'imposant édifice de pierre du New Union Club, Holmes se tourna vers moi, avec une lueur d'anticipation dans le regard. « Aujourd'hui, Watson, nous tentons de passer derrière le rideau et de voir le mécanisme du théâtre. » Le portier du club hocha brièvement la tête et nous fit traverser le vestibule désormais familier, cette fois sans hésitation ni indiscrétion. Une secrétaire subalterne nous accueillit près de la bibliothèque, se contentant d'un accueil bref et d'un geste vers la salle de lecture réservée du 2e étage, un espace jusqu'alors interdit à Holmes. « On m'a dit que vous auriez 1 heure pour vous, » dit la secrétaire. « Les folios rouges peuvent être examinés mais pas retirés. »« Et les registres noirs ?» demanda Holmes avec désinvolture. L'homme se raidit. « C'est interdit. » Holmes sourit faiblement. « Tout à fait. » Une fois seul, Holmes se déplaça rapidement. La salle de lecture était revêtue de noyer foncé et éclairée par de hautes fenêtres qui ne laissaient repasser qu'une lumière très grise. Les folios rouges étaient soigneusement disposés sur une étagère au centre de la pièce, chacun marqué d'un chiffre romain et d'un sceau, une presse à imprimer, une roue de gouvernail, un marteau, une flamme. Propagande, commerce, droit, renseignement, murmura Holmes en parcourant les dos des pages. Les domaines du cercle, chaque symbole représentant une main dans la machine. J'ai remarqué que plusieurs folios étaient plus récents que les autres, moins de poussière, une encre plus vive. Holmes les a ignorés. « Que cherchons-nous » demandai-je. « Quelque chose qui n'était pas censé être trouvé. » Il scruta les lambris derrière les étagères, puis sortit de son manteau un petit instrument en cuivre, une sonde pliable. Avec, il tapota doucement le lambris,
écoutant avec l'oreille exercée d'un violoniste accordant des cordes. « Là » murmura-t-il en s'arrêtant près du coin de la pièce où se trouvait une grande horloge. Creux. Il examina le cadre de la bibliothèque la plus proche, trouva une rainure subtile cachée sous une feuille d'acanthe sculptée et appuya. Un léger cliquesil suivit, et une partie du mur s'enfonça légèrement. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un étroit renfoncement d'à peine 15 centimètres de profondeur, contenant un unique et mince portefeuille, enveloppé de lin marron uni et noué d'une ficelle rouge délavée. Holmes le retira et le porta délicatement jusqu'à la table de lecture. Au moment où il a dénoué la ficelle et ouvert la couverture, un seul nom a jailli de la page de titre. Observation finale sur les défaillances structurelles du cercle, par Sir Cédric Durand, 13 provisoire. Holmes prit une lente inspiration. Le manuscrit était dactylographié, mais annoté de la main de Durand, nette, précise, mais parfois passionnée, comme écrite à la hâte. Holmes tournait les pages, rapidement les parcourant. Je me penchais pour lire par-dessus son épaule. La première partie détaillait la corruption interne, preuve de manipulation de vote au Parlement, orchestrée par des organes de presse proches du cercle. La deuxième section décrivait les malversations financières, subventions redirigées vers des sociétés écrans appartenant à des membres du cercle. Et la troisième, Holmes marqua une pause, les yeux plissés, nommait des noms. Lord Melgrave était parmi eux. Il en était de même pour un personnage connu uniquement par l'initiale M. Plusieurs occurrences avaient été censurées, les mots barrés et remplacés par des notes marginales, preuve en attente. Confirmation supplémentaire nécessaire avant divulgation. Et puis, vers la fin, nous avons trouvé un passage qui frappait visiblement Holmes encore. Le véritable danger n'est pas que le cercle agisse en secret, mais qu'il agisse sans contradiction. Aucune voix, aussi bien intentionnée soit-elle, ne peut résister à l'érosion du pouvoir si elle n'est pas maîtrisée. J'ai essayé d'observer, j'ai essayé d'avertir. Mais je crains maintenant que le 13e ne soit pas le rempart que je croyais, mais le masque derrière lequel le cercle cache son arme ultime. Holmes relut la réplique. Il n'avait plus confiance en ce rôle. Une note pliée se trouvait au dos du dossier, écrite à la plume plutôt qu'à la machine. Holmes l'ouvrit. À celui qui trouve ceci. J'ai caché le miroir à la vue de tous, non pas celui accroché au mur, mais celui du registre. Il ne m'appartient pas de révéler son véritable nom, mais le numéro qu'il porte s'arrête là où il a commencé. Cherchez le registre sans index et vous verrez le visage qui les observe tous. C.D. Holmes plia la lettre avec précaution et la glissa dans son manteau. Il se leva, ses mouvements désormais rapides et précis. « Que voulait-il dire » demandai-je. « Un registre sans index ?» Holmes scruta la pièce. « Il y a 3 registres derrière cette vitrine verrouillée, vous voyez ?» Je suivis son regard. Une grande armoire contre le mur du fond contenait 3 lourds livres reliés de cuir noir, chacun portant une étiquette en laiton « Jebe 2 » et « Tweetout » semblait banal. Holmes se dirigea vers l'armoire et examina la serrure. C'était une serrure standard. Il sortit un crochet et en moins d'1 minute, le loquet céda. À l'intérieur, il sortit les registres un par un et les feuilleta. Grand livre U. Nom, date, transaction. Indexé minutieusement. Grand livre 2. Présence, initiale masquée, référence codée. Indexé grand livre 3. Les pages étaient numérotées, mais l'index manquait complètement. Au lieu de cela, la première page commençait abruptement ainsi. 13. Début de l'observation en 1889. Ancien titulaire J.H. Démissionnaire. En disgrâce. Attribution provisoire. C.D. Statut. Observé, puis actif. Prochain successeur. Holmes expira. J.H. James Harrow. Le diplomate disparut en 1988. Bien sûr. Il tourna la page suivante, et là, collée à l'intérieur, se trouvait une photographie en noir et blanc, granuleuse,
mais reconnaissable entre mille. C'était l'homme qui nous avait affrontés dans Paddington Street. La voix d'avertissement dans l'ombre. La silhouette au chapeau et au manteau sombre. Sous l'image, une note dactylographiée « Non ». Julius Mercer. Alias, le gardien fonction, enregistreur et agent d'exécution, chargé de vérifier l'état de préparation du 13e provisoire avant. Son intronisation officielle. Holmes fixa la note pendant un long moment. Il n'était pas là pour nous mettre en garde, dit-il doucement. Il était là pour nous surveiller, pour me tester. J'ai senti un frisson me parcourir les bras. Tu veux dire qu'il choisissait le prochain 13e? Holmes hocha la tête une fois. Mais s'il a échoué avec... Durand, commençai-je. Il se peut que non. Durand a peut-être failli à sa tâche. Il a enfreint le premier code. Il a agi publiquement. Il avait l'intention de dénoncer le cercle. Ce n'est pas la mission du 13e. Le 13e surveille. Il enregistre. Il équilibre. Il ne perturbe pas. Nous avons soigneusement remis le dossier et refermé le meuble. Holmes l'a refermé, ne laissant aucune trace. Le compartiment caché dans le mur a également été refermé. Nous sommes sortis de la salle de lecture en silence, et la secrétaire nous a accueillis d'un simple hochement de tête à la descente de l'escalier. Dehors, la fin d'après-midi s'était à nouveau transformée en brume. Le monde se brouillait comme à travers une vieille vitre. Alors que le taxi nous ramenait à Baker Street, Holmes ne parla qu'une seule fois. Je comprends maintenant le dessein, Watson. Mais ils ont mal interprété le fait que je ne surveille pas le cercle. Je surveille le monde. Et je ne porte pas de masque. Je les enlève. Il était peu après 7 heures le lendemain soir, lorsque Holmes me fit revenir dans notre salon du 221B Baker Street. Le feu avait été allumé, mais la pièce était par ailleurs sombre. Les rideaux étaient tirés, la lumière du gaz tamisée, et Holmes se tenait devant l'âtre, se découpant dans la lueur. Sur la table, entre nous, se trouvaient 3 objets disposés avec une précision rituelle. La bague en argent de 13, la lettre anonyme de Durand et la page du registre noir, portant la photographie de Julius Mercer, le gardien. « J'ai pris ma décision », dit Holmes d'un ton solennel. « Et qu'est-ce que c'est » demandai-je prudemment, même si je me doutais de la réponse. « J'assisterai à la réunion du cercle. Ce soir, j'ai reçu leur convocation. » Il brandit une enveloppe carrée, scellée à la cire rouge. Je n'avais entendu ni frapper, ni les pas du messager, et en examinant l'enveloppe, je découvris qu'elle n'était gravée d'aucun nom, seulement une légère gravure argentée représentant un masque dont les bords se recourbaient comme des flammes. « L'acte final, murmura Holmes, exige que je monte sur leur scène. « Et que feras-tu là-bas » Holmes se tourna vers moi, l'air indéchiffrable. « Ce que je fais le mieux, Watson, observer et agir au bon moment. » Il glissa la bague de 13 à son petit doigt. L'ajustement était subtil, brillant faiblement à la lueur du feu. Puis il attacha son manteau et ajusta la chaîne en argent de sa montre de poche, un vieux rituel que je l'avais vu accomplir avant des événements importants, qu'il s'agisse d'interrogatoire ou de confrontation. « Je dois y aller seul, » dit-il doucement. « Non, » dis-je en me levant. « Holmes, tu m'as permis de traverser le feu avec toi. Je ne te laisserai pas entrer seul ici. » Il m'observa un long moment, puis un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Très bien, » dit-il. « Mais vous devez suivre mes instructions à la lettre. Une fois entré, vous resterez silencieux. Vous ne parlerez pas, quoi qu'on dise. » « Compris. » Nous sommes partis peu après 8 heures. Le taxi nous a ramenés vers Shoreditch, où la façade délabrée de la Mirror House attendait telle une sentinelle dans le brouillard. Cette fois, cependant, le bâtiment n'était pas plongé dans l'obscurité. Une lumière douce et argentée brillait derrière les fenêtres, projetant des formes changeantes sur le trottoir fissuré. À l'intérieur, la salle avait changé. Là où régnait autrefois poussière et silence, régnait désormais la cérémonie. Des bougies bordèrent la pièce. Les 13 miroirs avaient été polis à la perfection. Au centre de la pièce se dressait une chaise unique,
à haut dossier, orné, posé sur un tapis circulaire brodé des chiffres romains prima. 12 personnages se tenaient debout, chacun tourné vers l'intérieur, le visage caché par des masques d'argent identiques, des ovales vides et sans traits qui reflétèrent la lumière des bougies comme de l'eau. Ils portèrent des robes noires, fermées au col par des fermoirs numérotés. Un seul fermoir marqué 13 était vide. Julius Mercer se tenait juste derrière le ring. Il retira son chapeau et s'avança. « Sherlock Holmes, dit-il, vous venez non pas sur convocation, mais sur preuve. Vous avez vu ce que voit le 13e. Vous avez lu ce que le dernier n'a pu dire. Acceptez-vous le poids du silence ?» Holmes s'avança d'une voix claire. « Non. » Une ondulation traversa le cercle. « Je n'accepte pas le silence. » Poursuivit Holmes. « J'accepte le rôle d'observateur, de conservateur. Mais le silence est le voile derrière lequel la corruption se développe. Le dernier 13e est mort non pas pour ce qu'il a dit, mais pour ce qu'il a vu. » Mercer n'a rien dit. Holmes se tourna vers les miroirs. « Vous vous dites gardien, et pourtant vous agissez sans surveillance. Vous portez des masques non pas pour protéger le monde, mais pour vous protéger vous-même. Je porterai votre masque, mais je ne resterai pas aveugle derrière. » À ces mots, une deuxième silhouette s'avança, grande, majestueuse, tenant dans ses mains le chiffre romain 6, Lord Belgrave. « Vous nous comprenez mal, monsieur Holmes, dit-il. Le cercle n'est pas parfait, mais il est nécessaire. Nous faisons ce que les gouvernements ne peuvent pas faire. Nous arrêtons ce que les tribunaux ignorent. Nous ne sommes pas le danger. Nous sommes la défense. » Holmes soutint son regard. « Alors vous n'aurez aucune objection à la transparence. » Silence. De son manteau, Holmes sortit une liasse de papier, le dossier caché de Sir Cédric Durant. « Je garde ici le récit de vos échecs, de vos indulgences, de vos alliances incontrôlées, privilégiant le profit au principe. Vous appelez cela un cercle de gardiens. Moi, je l'appelle un théâtre d'ombre. » Il a passé les papiers à Mercer. « Je ne vous détruirai pas, » dit Holmes. « Ce serait ouvrir la voie au chaos. Mais je ne vous protégerai pas non plus. À partir d'aujourd'hui, sachez que chacun de vos actes sera surveillé. Et si l'un de vous franchit la ligne rouge, si l'un de vous utilise à nouveau le cercle pour taire la vérité, je mettrai tout en lumière. » Un autre long silence. Puis Mercer plia lentement les papiers. « Vous avez parlé comme aucun 13e n'a parlé auparavant. Je ne parle pas au nom du cercle. »« Ah, » déclarait Holmes, « je m'adresse à lui. » À cela, Mercer s'inclina légèrement et s'écarta. Holmes fit un dernier pas en avant et posa sa main sur le fermoir vide de 13. Le cercle se referma autour de lui. Puis, lentement, chaque silhouette masquée se tourna pour faire face au miroir, en face d'eux. Pendant un long moment haletant, la pièce resta immobile. 13 masques se reflétaient dans 13 visages de verre, et puis c'est fini. La lumière s'est atténuée. Les masques ont été retirés. Les membres se sont dispersés sans un mot. De retour à Baker Street ce soir-là, Holmes retira la bague et la déposa délicatement dans un écrin de velours. Il resta silencieux un moment. Le feu crépitait dans l'âtre. Le souffle de la ville s'échappait doucement de notre fenêtre. « Tu as choisi de ne pas les détruire ?» dis-je enfin. « Non, dit-il, ce n'est pas ma mission, mais je l'ai clairement dit, je ne serai pas leur bouclier. Et s'ils ripostent, ils ne le feront pas, dit-il, et il tourna son regard vers la vitre sombre où son reflet se tenait faiblement à côté du mien. « Parce qu'ils comprennent enfin, » murmura-t-il. Le 13e ne regarde plus depuis le miroir. Il s'est détourné. Il se tient juste derrière eux. Ce n'est que plusieurs jours après l'intronisation de Holmes, si l'on peut dire, que j'ai commencé à remarquer un changement subtil chez lui. Ni dans sa tenue, ni dans ses habitudes, ni dans la précision avec laquelle il rangeait son bureau ou remuait son thé. Ces éléments extérieurs étaient restés intacts, mais quelque chose dans son regard avait changé, une pesanteur peut-être, ou une profondeur qui n'existait pas auparavant.
Il s'était mis à s'asseoir près de la fenêtre plus souvent que d'habitude, son regard ne se fixant pas sur un objet en particulier, mais errant, cherchant. Il parlait, peu sauf quand c'était nécessaire. Et lorsqu'il le faisait, ses paroles étaient d'une rare gravité, comme pesées sur une balance invisible avant d'être libérées dans le monde. Pour ma part, je me suis retrouvé de plus en plus pensif. Les événements des 2 dernières semaines, le meurtre de Sir Cédric Durant, la découverte du cercle, la maison des 13 miroirs, avaient ébranlé ma compréhension des mécanismes du pouvoir à huis clos. Nous avions démasqué une conspiration, non pas par le biais habituel d'une potence et d'aveu, mais par un remaniement chuchoté des ombres. Le cercle n'avait pas été détruit. Holmes avait choisi de s'y tenir, non pas comme son serviteur, mais comme sa conscience réticente. Un matin, je le trouvais debout devant le feu, tenant légèrement dans sa main le coffret doublé de velours, contenant la bague 13. Il l'ouvrit, le fixa un instant, puis le referma et le remit dans le tiroir. « Tu ne l'as plus porté depuis, » dis-je. Holmes ne leva pas les yeux. « Je n'en ai pas l'intention. »« Alors tu refuses le siège ?»« Non, dit-il. J'en assume la responsabilité, mais pas l'ornement. Les symboles peuvent devenir des déguisements aussi facilement que des outils. Je préfère ne pas oublier cette distinction. » J'ai hoché la tête. « Et le cercle ? Ils continueront, discrètement. Peut-être avec plus de prudence. Pour l'instant, c'est suffisant. » Ce même après-midi apporta une surprise sous la forme de l'inspecteur Lestrade, qui arriva à Baker Street avec son air habituel de fanfaronnade et un léger air d'excuse. « Holmes, dit-il en ajustant son chapeau, melon. J'ai pensé que vous aimeriez savoir. Le verdict officiel concernant la mort de Sir Cédric a été rendu. Accidentel. Pas d'enquête complémentaire. Bien sûr, dit Holmes sans inflexion. Lestrade se dandina maladroitement. Je sais que ce n'était pas ça. Pas vraiment. Mais il y a une pression d'en haut, voyez-vous. Les noms en jeu, eh bien, certaines choses ne sont pas censées figurer dans les registres. Holmes le regarda avec une pointe d'approbation. J'apprécie votre honnêteté, Lestrade, plus que vous ne l'imaginez. L'inspecteur resta un moment de plus, comme s'il était tenté de poser d'autres questions. Mais à la fin, il inclina simplement son chapeau et prit congé. Après la fermeture de la porte, je me suis tourné vers Holmes. « Regrettes-tu de ne pas les avoir dénoncés ouvertement ?» La réponse de Holmes fut douce, presque hésitante. « Une société n'est pas un nœud qu'on peut défaire d'un coup, Watson. C'est une toile, interconnectée et tendue. Tirez un fil de trop, et toute la structure s'effondre. Et quand cela arrive, elle emporte les innocents avec elle. Ma tâche n'était pas de détruire la toile, mais de m'assurer que quelqu'un surveille l'araignée. » Cette nuit-là, Holmes a recommencé à jouer du violon. Il se tenait près de la fenêtre et jouait non pas une de ces explosions frénétiques d'inspiration dissonante, mais une mélodie grave et mélancolique que je ne reconnaissais pas. Elle était envoûtante et lente, et semblait s'étendre sur les murs de Baker Street comme un brouillard s'enroulant autour d'un champ de pierres tombales. Les jours passèrent. Le Mirror House fut de nouveau fermé, ses rassemblements aux chandelles n'étant plus signalés. Wiggins, toujours aussi débrouillard, prétendit avoir aperçu une ou deux silhouettes masquées se déplacer dans la brume sur la rive est de la Tamise, mais Holmes ne fit aucun commentaire. La bague en argent resta dans son écrin. Le registre, noir bien que recopié et indexé de la main soignée de Holmes, retrouva sa place derrière les boiseries de l'Union Club. Et puis, un après-midi de novembre, j'ai reçu une lettre écrite par une personne que je n'avais pas vue depuis des années. Reginald Davenport de l'Union Club. Dr. Watson. Vous serez peut-être heureux d'apprendre qu'un comité non autorisé a été discrètement dissous. Ses archives ont été expurgées et ses réunions interrompues. Nous avons une dette envers votre associé, non pas pour ce qu'il a révélé, mais pour ce qu'il a choisi de taire. Veuillez informer M. Holmes que le Mirror n'a plus de visage. Bien à vous, en toute discrétion, R.D. Quand j'ai montré la lettre à Holmes, il l'a lue en silence. Puis, sans un mot, il s'est levé, a pris son pardessus et m'a fait signe de le suivre.
Nous avons marché sous une légère bruine jusqu'au cœur de Marylebone et au-delà, passant devant les lieux familiers des années passées, le buraliste de Wigmore Street, le chiffonnier qui saluait toujours Holmes, la boulangerie dont j'avais longtemps apprécié les brioches à la cannelle. Finalement, nous arrivâmes devant un portail bas en fer menant à un petit jardin intérieur, banal et à moitié oublié. Holmes me conduisit vers un banc sous un arbre aux branches nues et s'assit. « C'est ici, dit-il doucement, que Cédric Durand s'asseyait, il y a des années, avant son élévation, avant le cercle. Je l'ai rencontré ici une fois, brièvement. Il m'a dit qu'il aimait cet endroit, parce que c'était le seul endroit de Londres où les statues ne portaient pas d'expression de jugement. J'ai regardé autour de moi. Le jardin était effectivement bordé de bustes usés par les intempéries, vides, érodés, à peine reconnaissables. C'était un homme qui croyait au pouvoir de la vérité, ça a déclaré Holmes. Mais il a oublié que même la vérité a besoin d'alliés. Il a tenté de démasquer une machine sans d'abord comprendre la forme de ses rouages. Il s'est tourné vers moi. « Je ne ferai pas cette erreur. »« Et s'ils viennent te chercher ?» demandai-je. « Si le cercle décide que même toi tu es une trop grande menace ?» Holmes sourit faiblement. « Alors qu'ils essaient, ils découvriront peut-être que le 13e masque n'est pas si facile à faire taire. » Ce soir-là, après le départ, à la retraite de Holmes, je restai assis seul à Baker Street pendant un moment. Je pris ma plume avec l'intention de rédiger un bref compte-rendu de l'affaire. Mais la page resta blanche un long moment. Finalement, je n'ai écrit que ceci. Il y a des vérités que l'on dit devant les tribunaux, et des vérités que l'on murmure dans les couloirs. Mais les vérités les plus dangereuses sont celles que l'on perçoit à travers un miroir, claires seulement lorsqu'on les reflète de loin. Holmes n'a pas vaincu le cercle. Il a accompli quelque chose de plus difficile. Il a choisi de l'observer, et ce faisant, il est devenu la seule chose qu'il n'aurait jamais pu anticiper, une conscience sans masque. J.H. Watson, M.D. Je fermai mon journal et me tournai vers la fenêtre, où la ville au-delà était plongée dans la brume et la fumée de charbon. Quelque part là-bas, le cercle existait toujours, moins sûr de lui, moins intouchable, mais toujours là. Et par-dessus tout, je savais qu'un homme regardait, pas d'un trône, pas d'un piédestal, mais depuis une simple chaise dans un salon de Baker Street, avec des yeux qui ne manquaient de rien, et des mains toujours prêtes, quand le moment viendra à nouveau, à démasquer la vérité.